fast and ride it. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. That's what I like. That's what I like. Bien le bonsoir à vous tous et encore une fois, merci de suivre l'émission ETC, le MAG. Ce soir, l'équipe va vous présenter plusieurs sujets parmi les grosses saisies de drogue, le comportement des jeunes dans la société. Et puis, il y aura aussi un moment de relaxation avec une séance de body painting. A tout de suite. Sur ce plateau, on accueille Anna Summon et également Graziella Carver pour nous parler d'une enquête effectuée sur les grosses saisies de drogue et le modus operandi de la police et aussi des dealers de drogue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Anna Summon, dites-nous un peu, cette enquête sur les grosses saisies de drogue, quand même, il y a des sommes énormes et franchement, ça fait peur quand on entend autant de chiffres et autant de drogue saisie. Exactement. Donc, les arrestations pour trafic, les saisies, la vente et l'utilisation de drogue se multiplient à travers le pays. Donc, l'opération pour la plus grosse saisie de drogue a été effectuée le 14 juillet 2019 à Paille. Selon le rapport, 93 kilos de cocaïne d'une valeur de 1,4 milliard de roupies a été retrouvée dans un tractopelle. Et puis, il y a aussi un passager qui s'est fait arrêter avec 2,2 millions de roupies de hashish dans ses sous-vêtements. Et un Ivoirien purge 75 boulettes d'héroïne à l'aéroport. 2 Angolais arrêtés avec 1842 grammes d'héroïne à l'aéroport de Plaisance. Donc, nous sommes arrivés à 1,8 milliard de roupies, la valeur marchande de toutes les drogues saisies de janvier à juillet 2019. Et les types de drogues saisies sont souvent l'héroïne, les drogues synthétiques, le cannabis, le subutex, les méthamphétamines et aussi il y a les drogues synthétiques. La nouvelle tendance du moment, c'est la cocaïne. Le nombre de saisies a augmenté. Cela s'est passé de 87 kilos en 2017 pour venir à 93 kilos en 2019. Tout ce que vous nous avez dit en images, reportage de Anna Summon. Le nombre de saisies de drogue de janvier à juillet 2019 s'élève à 1,8 milliard de roupies contre une valeur de 2,3 milliards de roupies l'an dernier. Durant la première quinzaine de juillet, les officiers de l'Anti-Drug Smuggling Unit ont réalisé plusieurs saisies. Parmi la plus grosse saisie, où 93 kilos de cocaïne d'une valeur de 1,4 milliard de roupies a été retrouvée dans un tractopelle. La drogue dure gagne aussi du terrain dans les collèges. Avec l'accès facile aux drogues, il y a un rajeunissement dans l'âge de consommation. Il suffit d'un rien pour se retrouver aujourd'hui dans cet enfer. Plusieurs campagnes de sensibilisation contre les méfaits de la drogue sont organisées par les ONG pour combattre ce fléau. Explication de Dean Ronten, un travailleur social. À la Casa, on fait beaucoup d'activités, surtout pour les jeunes.
Par exemple, nous faisons un week-end résidentiel, qui appelle week-end cadre, que nous avons beaucoup de la drogue, le VIH-Sida, le capacité building et aussi le self-esteem. Que nous ramènons à les jeunes à refaire de confiance. Donc, mon message qui m'a envie de passer, pour tous les jeunes qui malheureusement qui tombent dans la drogue, pas perdre l'espoir. Et dans l'espoir, capable de revivre, simplement venir sur nous la casa n'importe quel jour, de lundi à vendredi, 9h à 5h. Nous là, nous pouvons attendre avec nous l'équipe. Nous pouvons visiter l'histoire parce que nous avons envie qu'ils te revivent. Et que les jeunes qui ne pas fini de tomber dans la drogue, pas tomber. Pas même essayer, parce que dans essayer et natasser. Surtout, dans la drogue, tu connais, frère et sœur, tu peux briser tout ton rêve, tu peux briser l'avenir, tu peux briser la fierté de ta famille, ta propre fierté. Au contraire, tu faisais faire ta fierté de ton pays, fierté de ta famille, marié pour toi. Et pas désespérer, la vie se dit, moi je dis. En parlant de grosses saisies, il y a certainement tout un mécanisme qui a été mis en place par la police à Graziella-Carver et cela vous a intéressé. Oui, alors il faut le dire, Josian, on fait une overdose d'affaires de drogue, du plus petit dealer au plus gros. Et il faut noter aussi qu'il y a plusieurs opérations qui sont mises en place par les officiers de là-dessous pour justement lutter contre ces cas de drogue. Et ceci s'avère être très compliqué quelquefois parce que souvent les dealers arrivent à semer un peu là-dessous. Mais pour en venir aux chiffres, depuis 2015, là-dessous a arrêté environ 9 900 personnes et, pour les délits de drogue et des descentes plutôt musclées qui ont permis aux limiers de mettre main sur toutes sortes de drogues et avec aussi l'aide indispensable des chiens renifleurs qui, eux, ils ont une formation adéquate, une formation appropriée afin de justement mettre la main sur ces gens. Plusieurs saisies, de grosses saisies de drogue à Maurice. Alors, le mécanisme mis en place par les autorités, reportage de Graziella-Carver. Les chiens renifleurs jouent un rôle très important dans la détection de toutes sortes de drogues, et ce, depuis de nombreuses années. Afin d'en savoir davantage sur les compétences incroyables de ces animaux, l'équipe ETC Le Mag s'est immiscée au Police Dog Unit, où des agents de police s'entraînent au métier de maître chien. Une spécialité qui allie rigueur et complicité avec son animal. J'ai fait ce métier-là pendant 3 ans à la Dog Section. Avant, je suis posté à la station. Et puis, je me recommandé par le commissaire de police, M. Noubert, pour venir Dog Section. Mon chien avec moi, il m'a dit un camarade. Quand je fais l'entraînement avec lui, je apprends à faire comment pour eux de la drogue et l'agressivité, pour faire une arrestation qui nous fait dans le métier. Une fois, nous avons fait un search, quand les chiens de la police retrouvent la drogue dans une van et qui sont bien contents de gagner ça. On se retrouve ensuite à la poste centrale en compagnie de Beauty et son maître. Un exercice de repérage est effectué chaque matin à l'arrivée de nouveaux courriers et de colis avant leur distribution. Immersion dans un exercice où le flair du chien est mis à l'épreuve. Ici, nous, à la poste centrale, tout les lettres, les colis, les parcelles qui viennent depuis Déo, par avion. Et ils viennent ici, mais tous les matins, tous les jours, nous venons avec les chiens à drogue. Nous faisons des licence scientifique, nous trouvons une métier au bas là, des licence scientifique pour détecter si ça mène à la drogue là-dedans. Après ça, ils passent par scan avec les autres personnes au travail. Pour détecter la drogue, même en infime quantité, le dressage diffère certes, mais part toujours des principes de base. S'adresser à son animal avec une voix et un ton ferme et rassuré, et des fois plus zen quand il s'agit de les récompenser. Ici, nous avons 13 chiens renifleurs pour la police, pour la drogue, On travaille pour la drogue, c'est grand matin, dans le PAT, ça veut dire dans l'aéroport, dans la poste, et en plus, une opération là-dessus, visant les chiens de la police pour la drogue. Pour choisir les chiens renifleurs, alors,
depuis petit même, 3 mois avant, nous avons d'autres caractères. Comment je peux évoluer? Comment je peux répondre? Alors là, nous choisissons là, nous avons des domaines spécifiques que nous avons spécialisés. La drogue, explosive, même arrest ou l'enchant général qu'on appelle. Pour là, choisir des lichens. Bon, par exemple, nous choisissons un lichin par un domaine spécifique, nous avons plus de monde pour faire la drogue. Ça dépend de votre caractère. C'est un caractère qui peut adapter pour côté avec un lichin la drogue. Nous allons alloquer des lichin la drogue. Si vous avez un caractère qui peut bizarre, nous ne pas vous donner. Ce travail de longue haleine requiert également toute l'attention et le savoir-faire du dresseur. Pour le succès garanti de chaque opération menée par la Police Dog Unit, maîtres et chiens répètent les mêmes exercices tous les jours, prouvant encore que la compétence des chiens renifleurs sont indispensables dans certains domaines d'intervention, tels que la détection de drogue. Alors, Anna Semaine, Gracila Carver, après ces reportages, on a un professionnel sur le plateau avec nous, hein, un membre de là-dessous. Alors, vous allez nous le présenter. Exactement. On a aujourd'hui avec nous l'inspecteur Modou. Donc, lui, il va nous expliquer un petit peu le nombre des saisies de drogue depuis janvier 2019 jusqu'à août 2019. Et bonsoir aux gens et bonsoir tout le monde au plateau. Pour dire que le nombre d'arrestations à ces jours, disons, on prend au 3 août de cette année-ci, il tourne autour de 1940 personnes arrêtées. Parmi là-dedans, nous avons 1819 hommes, 93 dames, nous avons 27 filles et dont 27 mineurs garçons et dont une fille dedans. Alors, ça montre que la tendance est toujours le même. Si nous faisons une comparaison par rapport avec la saisie, l'arrestation que nous pouvons faire, c'est que nous remarquons que les segments de moins 18 à 31, est presque 50%. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est le sac de 10 personnes qui nous peut arrêter, nous pouvons gagner un parmi là-dedans qui est dans l'âge productif. Et c'est ça qui nous besoin pour ce pays-là pour demain. Alors, nous interpellons. Et comme on fait mentionner, il y a la plus grosse saisie, 93 kg dans un tractopelle à paille. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous cette opération-là, comment ça s'est passé et comment vous êtes arrivé à retrouver sa quantité de cocaïne-là? Bon, et au niveau de là-dessous, nous travaillons deux segments. C'est-à-dire, nous coupons la source, la répression, et déjà la prévention. Quand nous pouvons faire la répression, c'est-à-dire nous coupons toute une source qui est là, c'est-à-dire et nous réduire la demande. En même temps, nous sensibilisons les gens pour dire comme ça, pas besoin de prendre la drogue. Alors, nous sommes capables de trouver un juste milieu. Là, c'est qui est arrivé dans sa bonne place, une faire sa bonne saisie là, et pas plus loin qu'un mois de cela, qui moi-même aussi là-bas dans sa organisation là, comme je fais une sensibilisation, je forme un personnel pour connaître comment la drogue était et comment nous avons détecté si ça mène une affaire. Et ça, qui servi nous quelque part, ça va un bon citoyen, nous disons ça pour bas à eux, pour remercier les autres parce que c'est eux qui aident nous. Bon, pour venir l'historique de cette tractopelle là, bon, il arrive dans Maurice et le 4 juillet de cette année-ci, ici dans entrepôt à la douane, et ce n'est que le 7 juillet, il fait des dépotages et il t'emmène lui dans l'enceinte de compagnie, c'est là qui ban mécanicien. Quand on peut faire une inspection, nous avons une police suspect et tout de suite on rapporte ça à la police. Et comme je disais, on a besoin de remercier beaucoup pour être capable. Parce que si ça 93 kilos là, type vin et c'est cocaïne qui est une tendance actuellement, si ça type vin le morceau, imaginez-nous qui quantité ça type dégâts ça type faire. Bon, quand ça vient, nous faisons tous les mécanismes en place et nous faisons la saisie. Et là, une enquête en cours, nous ne sommes pas capables de voir piste là, mais c'est une enquête en cours. Monsieur Modou, il y a une affaire qui a abordé, ou une cause de 93 kg de cocaïne qui est saisie. Est-ce que Maurice, par exemple, nous un petit pays, est-ce que ça considère la drogue là, est-ce qu'il y a un consommateur pour ça? Bon, et si nous avons la tendance mondiale, il y a une surproduction de l'héroïne.
et de cocaïne. Alors, qui peut arriver, ça va narcotrafiquant là, se peut tout bon moyen pour passer, allons dire cause cocaïne, il peut se dans l'Amérique du Sud, il peut passer dans, et disons, dans le côté l'ouest de l'Afrique, il peut rentrer dans l'Afrique, les contrôles assez moins sévères, disons ça, et il peut passer là, il peut venir au Madagascar, il peut venir. C'est ce qui me peut dire que quand il est là, il peut gagner l'occasion, il peut amener. Il peut amener et jusqu'à preuve du contraire, il est pour consommation locale. L'organisme même de là-dessous, comment est-ce qu'il est fonctionné? Souvent, nous t'en disons là-dessous, il a fait un landing, que telle personne. Qu'est-ce que c'est en fait? Bon, et pour dire que là-dessous, c'est la seule organisation qui a d'après nous Dangerous Drug Quarantaine Bord 2000, qui dit comme ça, il est formé et organisé pour amener un combat sans relâche contre la drogue dans ce pays-là. Alors, ce qui nous fait, nous travaillons à la base des renseignements. Tout nous travail que nous faisons, c'est l'information. Alors, c'est ça qui nous faisait, des fois, nous faisait remercier beaucoup le public, parce que nous amènent le public ensemble, nous, dans ce combat-là, pour nous donner des renseignements. Et là, nous travaillons sur ces renseignements-là, et à la suite de ça, nous avons été 6 à main. Et dans une opération, une opération qui est une unité capable de faire à travers l'île, et nous disséminer partout, nous faisons. Sinon, si vous êtes tout le mandat de là-dessous, bien organisé, avec tout le support que nous avons, les chefs policiers, Morcos, nous avons les EPM, nous avons la SMF, et c'est sûr, tout ça là donne un coup de main pour nous capables d'arrêter ce qu'on appelle la source et des drogue. Et très souvent, comme on dit, ou même, nous gagnons beaucoup de résistance. Et des fois, quand nous allons en place, c'est qui nous permet d'arrêter un ou deux personnes qui peuvent faire un travail qui n'est pas bizarre et nous permet de protéger l'ensemble de la population. Mais très souvent, nous gagnons ça, mais seulement nous paraît à toute éventualité. Et une fois qu'ils ont identifié le commanditaire, est-ce qu'ils ont réussi à arrêter? Et très souvent, oui. Très souvent, oui. Bon, quand nous payons commanditaire, nous avons plusieurs niveaux dans ce qu'on appelle les transactions de la drogue. Nous avons un qui est trafiquant, nous avons les autres lieutenants qui là. Très souvent, ça, gros trafiquant-là, pas pour trouver. Ils travaillent par remote, nous avons dit par remote dans ça. Et très souvent, c'est un lieutenant. Mais nous travaillons dans le renseignement et nous réussissons la main sur un gros dealer. Le territoire mauricien est vaste quand nous intégrons la superficie qui nous a en termes marins. La mer est très grande. Nous connaissons qu'il y a pas mal de drogues qui passent à travers la mer. Nous connaissons qu'il y a pas mal de saisies qui nous fait à la mer aussi. Alors, comment vous arrivez à opérer et sur terre et également à la mer? Bon, comme on dit, comme ça, nous avons un support. Bon, là-dessous, il y a un renseignement, il travaille sur le renseignement. Si les besoins en dehors, disons, dans la mer, nous avons une unité qu'on appelle les Coast Guard. Les Coast Guard, c'est eux qui les mettent des surfaces et disons, et la mer. Et c'est Bana qui donne un coup de main. Et tout reste de nos responsabilités. Bana, c'est un support qui est là. Alors, tout renseignement, nous protégeons nos renseignements jusqu'à la finalité de l'opération. Nous connaissons que là-dessus, servi aujourd'hui pas mal de technologies. Nous avons dit 2 points même, que ce soit dans le port de l'aéroport pour traquer les dealers, pour saisir la drogue. La question, est-ce que les dealers, il y a une astuce aussi qui ont servi? Ils sont arrivés à détecter tout cela? Parce qu'il y a aussi, paraît-il, un GPS et autres qui sont utilisés. Bon, pour dire comme ça, la lutte contre la drogue, c'est un combat perpétuel pour toute une organisation qui dans les combats de la drogue. Et les trafiquants sont évolués par rapport avec la situation qu'il y a. Mais nous aussi, nous on l'avant-garde. Nous avons une organisation, ce qu'on appelle une proactive organisation, c'est-à-dire nous travaillons à travers les renseignements qu'il y a et nous fournissons nos fichiers et pour que nous contrecarrer ça. C'est ça qui peut être une grosse saisie qu'il y a actuellement. Une dernière question de ma part par rapport à une grosse saisie. Nous trouvons qu'à Maurice, une sentence pour les dealers de drogue est très très sévère. Il y a des gens condamnés 30 ans, 40 ans en prison pour un délit de drogue. Mais qui fait on encore toujours peut trouver des gens qui rentrer avec la drogue? Est-ce qu'ils ne pas connaissent qui la loi sévère dans Maurice ou est-ce qu'ils ont fait aller et ils prennent le risque?
Connaître très souvent, quand on arrête ça, des gens qui, disons, passer, qui nous appelle passer là, c'est des gens qui sont aussi dans un pays très très pauvre. Alors des fois, les autres influencés par un trafiquant, pour un petit somme, et je rentre là-dedans. Quoi qu'il s'entende ça, les sévères, oui, mais seulement, ça va ne se pas rendre compte et la finalité des autres sentences capables qu'ils ont piégé. Est-ce que la nouvelle drogue qui est sur le marché actuellement, il vient un peu complique le travail de là-dessous? Oui, le capable de dire qu'ils ont ce qu'on appelle la drogue de synthèse. La drogue de synthèse, c'est ce qu'on appelle les cannabinoïdes synthétiques, qui imitent l'effet des cannabis. C'est la drogue qui les reste évoluer tous les jours. Bon, la première qui nous a gagné, c'était un grand scientiste qui fabrique ça, et John et William Hoffman, qui fabriquent les premières molécules des cannabinoïdes synthétiques. Après ça, il y a plusieurs évolutions. Et actuellement, il y en a environ, d'après le dernier rapport des UNODC, il y a environ 800 ou plus de nouvelles molécules qui peuvent inonder le monde. Et il y en a beaucoup qui ne finissent tous sur le territoire. Et ce qu'on appelle la drogue de synthèse, il y a une drogue très dynamique, très sensée. À chaque fois qu'ils nous détectent, nous mettons sous nous la loi, ou trouve un nouveau qui rentre. C'est ça qu'ils appellent ça legal high, ils appellent ça new imaging drug, et ils appellent ça new psychoactive substance. Ça veut dire que tous les temps est sensé, et sa capacité pour agir les cellules de nous la cervelle, est 0 à 1000 fois. Alors, ça qui est le plus gros danger, bon, nous avons aussi ce qu'on appelle les catinones synthétiques. Ça, c'est encore plus potent dans ce réaction de l'écho. Des fois, quand on la peau peut aller, ou quand on vient commencer à absorber un zombie. Et ce qui est là-dedans, des fois, il y a un tranquillisant pour un éléphant ou un animal. Alors, ça, c'est le plus gros souci pour nous. Mais quel type la drogue plus consommée à Maurice en ce moment-là? Bon, et si nous regardons la tendance générale, nous avons 3 types de drogue qui prédominent dans Maurice. Nous avons le cannabis qui, bon, malheureusement, il y a une production locale qui, ça, bon, ça nous capable un bon contrôle là, nous pouvons faire une bonne répression. C'est ça qui peut tout. Il y a beaucoup de gens qui besoin à la Réunion pour amener ça, 140 de saisies à la Réunion et ça. Bon, nous avons aussi l'héroïne, ce qu'on appelle la poudre en termes, l'héroïne. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la drogue de synthèse, la cannabinoïde synthétique. Et heureusement, pour nous, la cathinone synthétique qui pas encore apparaître. Siaï Modou, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Il y a un gros travail à abattre, nous sommes conscients de ça et nous souhaitons bonne chance. Et c'est un travail très très dangereux. Nous espérons que vous avez un équipement correct parce que des fois c'est chaud quand on nous trouve une descente qu'ils veulent faire, pas évident dans un quartier qui est quand même dangereux. C'est à moi de vous remercier et aux gens et ces invités. Bon, et le travail de là-dessous, c'est comme je dis, c'est un combat perpétuel. Les dangers là, oui, c'est un risque de métier qui nous besoin faire. Nous payons les soins. Nous là pour protéger la société et la population en général. Et ce qui m'a plus gros souci là-dedans, c'est que nous besoin sa future génération qui prend la relève de ce pays. C'est ça mon plus gros souci. Siaï Modou, merci beaucoup. Merci à Graziella Carver également, à Anna Somon. Nous passons à nos prochaines rubriques, le comportement des jeunes de notre société. De retour donc sur le plateau de ETC, le MAG, comme je vous ai dit en début d'émission, on assiste à un body painting en live et on aura l'occasion de voir juste après ce magnifique travail. Est-ce que vous aimez le body painting, Body? Oui. Alors, c'est un art, on va découvrir tout cela juste après, mais là, pour le moment, on va parler du comportement des jeunes dans la société, surtout des valeurs. Bonsoir, Yvodi. Bonsoir, Josian. Donc, comme vous l'avez dit, on parle aujourd'hui du comportement des jeunes dans la société, et je pense que vous avez vu comme moi et comme tous les Mauriciens, toutes ces vidéos qui ont circulé depuis l'année dernière, et surtout cette année-ci. On a vu pas mal de vidéos circuler sur les réseaux sociaux, notamment avec les jeunes qui se bagarrent, qui se disputent, qui en viennent aux mains. On voit que, on ne sait pas si c'est une évolution dans la société exactement, parce qu'auparavant aussi, il y avait des disputes, sauf que maintenant, il y a les réseaux sociaux et que maintenant, on les voit plus. Et on voit la violence parmi les étudiants, on voit la violence parmi les étudiants et aussi avec les profs envers toute forme d'autorité, que ce soit professeur ou même policier. Et ça nous emmène à réfléchir, à se demander mais qu'est-ce qui se passe dans la société aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et c'est sur ce sujet qu'on s'est penché aujourd'hui. Vous avez fait une petite enquête, Yvodi, bien aimé. On va voir tout cela et puis retour sur ce plateau pour la discussion avec un professionnel.
Cette scène se déroule à la gare de Köpip. Sur ces images, 2 collégiennes s'insultent et vont finir par en venir aux mains. Comme celle-ci, plusieurs vidéos circulent sur les réseaux depuis quelques mois et les médias rapportent de plus en plus souvent des faits divers sur la violence des jeunes. Dans cette vidéo-là, je dis plusieurs et je pense qu'il est la preuve que vraiment, les jeunes ont un comportement violent dans nos sociétés. Parce que parfois, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, les minimes, nature de violence, pas aussi exagérée. Mais tandis que là, c'est la preuve qu'ils ont gagné. Alors, premièrement, c'est pas une jeune en souffrance de tenir droit à une réhabilitation. Première affaire qu'ils me disent. Mais pas ça veut dire, comme on dit ça. Quand l'ombudsperson peut dire ça, ou un enquêteur peut dire ça au bureau de l'ombudsperson. Pas ça veut dire qu'ils nous cautionnent ce que les enfants font, les mineurs font, et qu'ils ont le droit de faire ce que je te quand je te quand je te Bizarre, il y a une certaine forme de punition, de discipline positive. Indiscipline, agression, conflits relationnels, conduite antisociale ou délinquante, qui sont ces adolescents enclins à des comportements violents? Je ne veux pas dire que 30 ans, 40 ans de cela, nous n'avons aucun enfant qui a énormément de comportements violents ou agressifs. Hein? Non, il n'est pas ça. Mais avec ça l'ampleur-là, les partis comme ça. Qui fait les partis comme ça? Parce que 30 ans, 40 ans de cela, nous partis dans sa perte de valeur. Là, comment on est dans les aujourd'hui? Connaît la violence liée à une valeur, à un droit humain qui nous respectait pour nous-mêmes et pour l'autre. Alors, les partis dans les autant parce que valeur tient une grande place au sein de ma famille. Après, ma famille pas éclatée comme elle est éclatée aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille mauricienne, non. Maman peut élever ses enfants seuls, il n'a papa peut élever ses enfants seuls, il n'a les enfants par connaître maman, il n'a les enfants par connaître ça dans le papa, et par pour connaître amis de pères inconnus, et dans le nombre de divorces qui augmente, on peut brosser un tableau qui paraît noir, mais et non, ça va une situation là. Mais nous devons comprendre aussi que la majorité des familles mauriciennes est stable. Hein. Il ne faut pas croire non plus que tous les jeunes se comportent mal. Nous avons rencontré des ados qui respectent les valeurs et qui sont déterminés à bâtir un avenir. Ils se sont engagés à pratiquer des activités saines et ces jeunes jettent un regard très positif sur notre société. Le scoutisme, ça m'a permis d'avoir des valeurs, donc telles que la patience, le respect de l'autre et aussi tout le temps donner le meilleur de moi-même. Et je souhaiterais devenir enseignante, donc moi je travaille plus avec les enfants et ça me permet d'apprendre une nouvelle pédagogie et aussi d'être plus responsable. Je dois savoir comment gérer les jeunes et leur montrer le bon exemple. Donc moi-même, j'apprends à me discipliner. Par rapport aux bagarres qu'on a, normalement, je ne vais pas dire qu'on souhaite normaliser, mais quoique, on a toujours eu des bagarres durant des siècles et des siècles, mais quoique maintenant, on divulgue ça sur les réseaux sociaux. C'est banalisé, je dirais. Mais quoique, quand même, moi, j'accepte pas trop le fait que la population en entière, la société, ils vont toujours mettre le tort sur les jeunes. Voilà, les jeunes, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Les mauvaises habitudes, c'est tout le temps les jeunes. Mais quoique, maintenant, on a la diffusion par rapport avec les réseaux sociaux. Mais quoique, ça a toujours été comme ça. Je dis pas cela pour normaliser la chose en elle-même, mais faut pas toujours mettre ça sur le dos des jeunes. La jeunesse se découpe en plusieurs phases, durant lesquelles les instances de socialisation interviennent de façon plus ou moins intense. La société devrait assumer ses responsabilités pour la construction d'un pays meilleur. Après ce reportage et votre bien-aimé, on voit bien qu'il y a des situations très très compliquées quand il s'agit surtout des adolescents et le comportement en public. Ça fait peur même des fois. Hein. On se dit mais où est-ce qu'on va avec de tels comportements? Exactement, et c'est exactement la mentalité dans laquelle on se trouve tous, que ce soit adultes, jeunes ou même plus jeunes aussi. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. La violence avec laquelle ces jeunes se disputent, se tapent. Avant, on se disait que c'était les jeunes garçons en fait, qui en venaient aux mains. Et maintenant, on voit des filles, beaucoup de filles, même plus de filles dans les vidéos que des garçons. Donc, on ne comprend pas. On a aussi vu récemment une vidéo où il y avait un prof qui a été humilié en classe. Le prof a quand même gardé son calme et on ne sait pas comment il a fait, mais il a été quand même professionnel. Il n'a pas mis de l'huile sur le feu. Et on voit en fait que ça arrive très très souvent ces temps-ci, même que ça n'arrive pas tout simplement juste avec les étudiants ou bien les jeunes, c'est envers toute forme d'autorité. On se dit que des fois, ils peuvent avoir peur de la police aussi, mais non. On voit les jeunes qui carrément foncent chez les policiers et qui essayent de taper. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment faire?
Et comme je l'ai dit encore une fois, ben, on ne sait pas si maintenant c'est un problème de société actuelle. En 2019, c'est normal de voir ça. On a vu aussi récemment qu'il y avait la presse étrangère, notamment en France, où ils ont dit qu'il y avait une certaine tendance, comme quoi il fallait filmer carrément les bagarres et les poster sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est pour avoir plus de vues ou quoi que ce soit, mais c'était quand même une tendance. On ne sait pas si maintenant la tendance elle est venue ici à Maurice, mais quand même il y a quelque chose à faire. En tout cas, c'est une très mauvaise tendance. Hein. On a avec nous un professionnel qui va certainement nous expliquer de quoi il s'agit. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau aujourd'hui Nicolas Sopramanien, qui est psychologue clinicien et aussi président de la Société des professionnels en psychologie. Donc bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer, moi j'aimerais savoir en fait qui sont ces jeunes. Est-ce qu'il y a un profil type de jeunes qui a tendance à être agressif? Alors, ce qu'on pourrait dire en fait, profil de jeunes, c'est surtout comment chacun est poussé par ce peer pressure. Moi je dis toujours par rapport à sa violence qui est capable d'exister entre les jeunes. Ce n'est pas un groupe d'âge ou autre, c'est comment on est poussé par ses camarades. Aussi, on vous avait parlé de technologie, comment la technologie aussi fait une influence dans la vie du jeune aujourd'hui. Comme ça peut être d'un côté positif et négatif, parce que celui qui se fait victimiser aussi, des fois, on a vu dans certains cas, quand il rentre dans une certaine forme de dépression, voire d'actes suicidaires aussi, ou de tentatives de suicide. Hein? Ça, c'est un type. Maintenant, celui qui va vers, pour harceler l'autre, pour bully lui à l'école, pour harasser lui, il y a aussi peut-être des frustrations personnelles que lui, il voit aujourd'hui dans un monde qui peut évoluer, peut développer. Souvent, nous avons un profil type de jeunes qui sont en échec scolaire, qui ne savent pas trop leur avenir. Ça, c'est un type. Nous avons aussi d'autres qui, comment on dit, poussés par la pression des amis, pour, comment dire, gagner des likes, etc., qu'on peut nous capables un petit peu au-dessus de l'autorité. Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, quand même, nous-mêmes, nous traversons ça. Nous aussi, aussi, mais comment dire, nous traversons honte. Nous sommes super-héros à cet âge-là aussi, à l'adolescence. Mais c'est vrai que c'est plus, comment nous dire, il plie beaucoup aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que vous entendez aussi qu'au niveau du ministère de l'Éducation, suite à la journée au niveau de la jeunesse là, qui a eu ce lundi, mais il y a un programme qui peut essayer de développer. Il y a un plan. Il y a un plan qui va venir. Et nous espérons vraiment que nous avons beaucoup plus de collaboration aussi, de jeunes pour nous aider, parce que mon travail sur le sujet, et me dire, il faut accentuer aussi, pas que des jeunes qui sont à l'école. Il y en a beaucoup qui ont des hauts, qui viennent influencer ceux qui viennent à l'école. Nous tout ça souvent chez les gars, pas ça, ou d'influence autres, par l'école. En fait, c'est tout un mélange, mais quand c'est plus une étude sociologique du pays qu'il faudrait faire. Parce que depuis des années, ça échec scolaire là aussi pour ceux qui n'ont pas d'avenir. Comment ils doivent aussi trouver leur place parmi ceux qui vont à l'école aussi. Nicolas Sopramanien, on parle des jeunes certainement qui évoluent dans une société. Vous ne pensez pas que la société est également responsable? Parce qu'on note également une perte de valeur à tous les niveaux, un manque de respect quand on voit les jurons chez les gars, la façon qu'ils attaquent les aînés. Moi, je pense qu'il y a une perte de valeur. Et quand on parle de jeunes, très souvent, on a l'impression qu'on est en train de pointer du doigt les jeunes, mais il y a une responsabilité collective de tout chacun. Effectivement, moi, je pense que la première responsabilité collective, c'est dans la famille. Je suis capable peut-être issu d'une famille ou brisée, etc. Mais quand on a une trop grande tendance, ces 10 dernières années, à Maurice, nous dire parents peuvent démissionner. Comme si ça reste un mot que, oui, à un moment donné, ça passait, mais seulement, parents ont besoin de responsables un peu plus. Connaître qu'il est, il peut faire ça, qu'il est service au téléphone, qu'il peut faire entre les heures de classe. Je ne peux pas dire qu'on m'a dit besoin un chien de gomme, mais il faut être vigilant. Moi, je trouve que les pertes de valeur aussi, parce que d'en haut, nous laissons un petit peu, l'autorité aussi, nous laisse un petit peu les choses se faire. Peut-être nous sommes frustrés quand nous sommes plus jeunes, nous n'avons pas accès à telle et telle chose, mais aujourd'hui, l'observation, c'est que beaucoup sont comblés, ce sont beaucoup d'enfants rois. D'après vous, quelle est la solution? Est-ce que c'est la répression ou est-ce que c'est l'éducation? Moi, je trouve que c'est plus d'une philosophie de l'éducation. Hein, l'éducation, discipline positive, qui rentre un petit peu dans le circuit de l'éducation mauricienne, c'est apprendre à être bienveillant avec nos jeunes. Écouter un peu plus. Quand nous passons écoute,
les manifestations. Aujourd'hui, c'est bon de tirer la sonnette d'alarme. Mais il existe une sonnette d'alarme où on a une action, où on a un travail plus en amont. C'est mettre des professionnels ensemble, les parents, mettre plus de jeunes inclus dans le système. Ça, je trouve que ça pourrait plus aider. Essayer de guetter vraiment, OK, nous dire, OK, à un certain type de jeunes, allons faire un premier assessment. On ne fait pas assez d'études approfondies là-dessus. Mais Nicolas Stromayen, il y a une situation aussi qui est vraie, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se comportent très très bien chez eux, mais dès qu'ils trouvent la rue ou l'école ailleurs, là, ils changent de comportement. Cette même personne-là, chez elle, elle est correcte, tout est bon avec la famille. Mais il arrive à enlever le masque quand il est à l'école dans la rue. Là, c'est une autre personne. Effectivement, oui. C'est vrai, il peut jouer un rôle là-bas, il y a un autre rôle, mais le parent qui entend ça. Nous avons une observation qui a gagné récemment, même dans les journaux. Quand l'école appelle un parent, les papas viennent pour écouter ce que l'école peut dire. Tout de suite, il faut protéger ses enfants. Beaucoup de professionnels disent ça, que mon éducateur, je te sens je te menacé, est-ce que nous pouvons dire, pas pour dire. On ne peut pas vivre dans un système de répression ou de tension pour un éducateur. Moi, je viens, moi, je fais ma classe tranquille. Et si la rue, je peux trouver un jeune peut déraper. Mon envie quand même d'y dire quelque chose, mais aujourd'hui, il a dit, je ne paye pas encore un coup de canif, un coup de quoi, parce que, mais je pense que le rôle de l'autorité, de la police aussi, besoin d'être présent. Besoin d'être présent, non pas qu'un côté répressif, mais un policier un peu plus proche du jeune. Hein, ça me trouve c'est quelque chose qui manque à Maurice. Pas juste une autorité et nous venons nous pour trapper, mais non, ça me compte pas militer ici. Nous sommes quand même capables de régler cette situation pour prévenir aussi. On ne pourra pas anéantir, comment nous dire, régler le problème, la mettre à zéro. Mais au moins avoir des policiers qui soient formés au niveau de la jeunesse, qui aient une approche aussi pas juste répressive. Il ne faut pas nous penser la police répressive, mais la police qui, comment dire, il y a une proche, qui a un collaborateur dans ce système-là aussi. On parle souvent aussi, bien sûr, vous avez mentionné plusieurs fois le rôle du parent, mais il faut savoir aussi que le jeune, il passe beaucoup de temps à l'école aussi et que les professeurs font partie intégrante de la vie des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs, maintenant, est-ce qu'ils sont assez formés, assez équipés pour faire face aux comportements violents des jeunes? Enfin, je pense que c'est une réponse que, bon, je sais que là, au niveau de votre formation, vous êtes gagné un truc au niveau de la psychologie, mais je pense, sous correction, on ne va pas dire ouvertement, mais ce qu'ils ont fait une formation continue concernant ces études de cas qu'ils ont reçues. Est-ce qu'ils étaient dans une plateforme, par exemple? On venait de certains collèges, on est dans une mixabilité, mais nous pas assez honnêtes pour dire que ça ne fonctionne pas. Nous pas assez guidés dans une réalité. Ce n'est pas nous dire, OK, nous, ce système-là, il n'est pas de moche. Nous besoin quand même voir les réalités. Parce que plus on fait semblant, pourquoi si nous faisons politique de l'autruche, et non, par exemple, mixabilité, PMOC, mais ça peut continuer comme ça. Moi, je pense que les profs, est-ce qu'ils sont équipés? Un minimum, oui, mais l'équipement, il besoin continuous professional development, je veux dire, comme tout professionnel. Si on reste que comme acquis et moi, mon prof. Après aussi, des fois, il y a un prof aussi qui dit, bon, moi, mon prof, je arrive à un certain niveau, toi, tu n'es pas capable. Aujourd'hui, un jeune, il donne l'approche que tu as envie, ce prof, au même niveau avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il te perdu de l'autorité, comme on peut poser une question. Moi, peut-être, je viens d'un système éducatif où c'était pyramidal, ça qui me peut dire, tu peux écouter. Aujourd'hui, non, le jeune est déjà au courant de ce que le prof va parler dans la classe. Donc, aussi, c'est à revoir, comment revoir les cours à l'école et au collège. Parce que les jeunes sont très intelligents, ils ont des sites où ils peuvent apprendre. Comment rendre l'école plus intéressante, je crois. Ce serait ça, là, peut-être, la vision de nos jeunes. Vous êtes d'accord, Nicolas Stromayen, que en fait, tout le monde a une part de responsabilité, que ce soit les jeunes, les profs à l'école, surtout les parents, pour avoir une société meilleure. Effectivement, c'est toute une collaboration. Aujourd'hui, le papier fait le procès de X ou de Y. C'est sûr que c'est un travail d'ensemble. Des parents, des grands-parents, mais on oublie aussi du jeune. Bien souvent, on oublie lui dedans. Nous vous dire oui, mais à cause c'est tout ça va dire qui autour là. Mais lui aussi, il a une responsabilité à prendre. Et moi, envie juste peut-être dire, souvent, mon gars, ça m'a buté vis-à-vis de certaines personnes qui disent que ne m'a pas dire quoi que ce soit à ces enfants-là à cause du droit de l'enfant. Mais il faut toujours repréciser. Droit de l'enfant ça ne veut pas dire qu'il doit faire ce qu'il a envie. Droit de l'enfant,
c'est des droits de nourriture, d'une identité, etc., qu'on peut savoir de sa convention-là, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire ce qu'il a envie. Il ne faut pas prof, un éducateur, nous, adultes, il ne faut pas nous peur du jeune aujourd'hui. Pas grave, il faut quand même essayer ensemble. Ça peut être le message. Nicolas Souronia, merci beaucoup. Vous en Merci prie. beaucoup. Merci également à Evody Bien-Aimé. On va tout de suite passer à la page des actualités et de l'économie avec Adrien Valère. La page d'actualité est aujourd'hui dédiée à la visite du pape à Maurice le 9 septembre prochain, un déplacement historique de par l'importance de la personnalité. Cet événement fera que les regards du monde entier seront braqués sur la République de Maurice. Pour son 31e voyage apostolique, le pape François sera donc le deuxième pape sur le sol mauricien, après Jean-Paul II il y a une trentaine d'années. À son arrivée, il donnera un point de presse avec le Premier ministre Pravin Gordhan. Puis, une grande messe à Marie-Reine de la Paix aura lieu à l'occasion de cette visite spéciale. Le thème de la visite est Pape François, pèlerin de la paix. Une délégation du Vatican était venue à Maurice 7 mois de cela, du 14 mars au 16 mars, pour un état des lieux et savoir si l'événement prévu pourrait avoir lieu. Le pape actuel George Mario Bergoglio, sous le nom de François, a été élu le 13 mars 2013 pour prendre la place de Benoît XVI. En tant qu'évêque de Rome, il est considéré comme le successeur de Saint Pierre, le disciple à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Le travail du pape est de transmettre la foi des apôtres et de veiller à ce que les catholiques restent unis. Il a une mission d'enseignement à travers ses catéchèses et ses homélies. Des personnes souhaitant le voir venant de la Réunion, de Rodrigue, des Seychelles et d'autres pays avoisinants seront aussi présents, accompagnés de leurs guides spirituels natifs. Le pape François pourrait aussi se rendre en Corée du Nord cette année. Le pape François a offert sa disponibilité pour une visite à Pyongyang. L'enjeu d'un tel voyage serait de soutenir le processus de réconciliation et de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et concernant la page économique du jour, il sera question des explications autour de la croissance économique. L'économie progresse lentement, plus on développe le pays. C'est-à-dire quand on a développé le pays, on a développé tous les secteurs productifs. Donc c'est assez difficile à continuer à accélérer l'économie. L'économie continue à progresser, mais c'est pourquoi certains pays parlent d'un taux de croissance de 8%, de 10%, parce qu'ils n'ont pas encore développé beaucoup de secteurs. Nous, on a fait beaucoup de progrès pendant ces 20 dernières années. Donc pourquoi on a un chiffre qui paraît bas, mais qui ressemble à un progrès très très considérable pour le pays. Le prix du pétrole a un impact sur l'économie, la performance de l'économie. Si on paye cher, parce que c'est gros dans le budget de l'importation, donc si on paye cher, ce sera beaucoup plus de devises qui vont partir. Donc nous, on essaye de garder le maximum de devises pour pouvoir renforcer l'économie. On roule beaucoup plus qu'on roulait avant. Donc moi, je crois que tout doucement, il faudra soit les voitures, les véhicules électriques, ou on essaye d'éviter en termes de déstockage pour ne pas dépendre sur les prix qui sont sur le marché actuel. De retour sur ce plateau, on va maintenant parler de peinture, de body painting avec Sean Dove. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons découvrir le body painting, qui est une forme d'art corporel où les œuvres d'art sont peintes directement sur la peau humaine. C'est une forme d'art qui existe depuis le temps préhistorique. Jusqu'à aujourd'hui, on voit le body painting lors des défilés, des exhibitions ou même des soirées à thème. Alors, le body painting, c'est un art aussi. Reportage de Sean Dove. L'art du body painting remonte à l'aube de l'humanité. Elle est l'une des premières formes d'expression artistique utilisées par nos ancêtres dans de nombreux coins du monde. Le body painting a eu diverses significations. Camouflage pendant la chasse, rituel religieux ou simplement un moyen d'expression. Le body painting ressurgit à l'époque contemporaine et devient un objet de création. Souvent utilisé dans les festivals, des clips de chansons,
dans le domaine du mannequinat ou encore pour créer des illusions. Alors que certains préfèrent l'étoile, ici, c'est des corps humains qui servent d'instruments à l'artiste pour réaliser des œuvres d'art. Alors Sean, depuis le début de l'émission, presque 1 heure déjà, on a vu Sébastien à l'œuvre. Il faisait tout un décor sur Cédric. Alors expliquez-nous ça un peu. Exactement, nous avons Sébastien Échappé avec nous, qui vient de La Réunion. Il est un spécialiste de la peinture sur le corps, le body painting, et il est plus connu sous le nom de Seb Body Art. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ce art et qu'est-ce que vous avez inspiré? Disons que ça fait à peu près 10 ans. J'ai été invité au Festival de la coiffure de La Réunion. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le public, les photographes adhéraient beaucoup à cet art. Notamment le public et les enfants qui sont très captivés par ce travail. J'évite de faire du nu parce que je ne veux pas rentrer dans ce côté pervers. Voilà. Donc c'est plus pour faire rêver et faire briller les yeux des gens. Alors Sébastien, en moins d'1 heure, vous avez fait ce dessin, on peut dire, sur le corps de Cédric. Alors qu'est-ce que cela représente? Pour moi, c'est ma version du reptile. C'est un reptile. C'est un reptile. Voilà. Surtout la couleur verte du lézard. Reptile, dinosaure. Et vous êtes de La Réunion. Est-ce que c'est très répandu à La Réunion, le body painting? Je suis un des seuls dans l'océan Indien à le faire, à pratiquer ce travail. Et vous avez participé dans d'autres compétitions, il paraît international. Là, dernièrement, j'ai été invité au Festival international de l'art qui s'est déroulé au Codan Art 100. Et j'ai fait le Carnaval des Seychelles, Miss Rodrigue. J'ai pas mal bougé dans l'océan Indien, oui, effectivement. Et est-ce que c'est un métier qui rapporte? C'est comme tout métier d'artiste, hein, c'est assez difficile d'en vivre. Mais on se bat et puis la passion prend le dessus, quoi. Vous avez aussi travaillé pour les films? Voilà, dans la publicité, les clips vidéo. Je travaille avec pas mal d'artistes. Et notamment à Maurice, j'ai travaillé pour Zulu, Eric Carter. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit que vous êtes le seul à pratiquer le body painting dans cette région. Disons le seul qui a réussi à se faire un nom. D'accord. Après, c'est très difficile, mais je sais qu'il y en a d'autres qui essayent de se lancer, quoi. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est difficile, c'est rare? Difficile déjà, il faut décrocher des contrats, c'est pas évident. Et puis il faut s'accrocher. Et quelle est la clientèle à Maurice? La clientèle, là, peut-être des projets pour le festival créole. J'ai travaillé avec Eric Carter sur un concert il y a quelques années. Il y a beaucoup de shooting, un reportage que j'avais fait avec Sandrine Isabelle. C'est elle qui m'a découvert en fait à l'île Maurice. Et j'avais fait un reportage sur un catamaran pour un magazine connu de l'île Maurice. Et vous étiez artiste avant de faire le body painting ou? Avant, je travaillais avec les enfants dans l'activité manuelle et art plastique. Et quand je me suis lancé là-dedans, j'ai choisi de continuer dans cette voie. C'est fantastique ce que vous avez fait sur Cédric là. Alors la question, quels sont un peu vos projets là, futurs? Mes projets, peut-être le Festival créole. J'ai aussi des projets pour l'île Rodrigue. À La Réunion, je travaille pour les Dipavali. Je fais les Grishna, tout ce qui est personnages, divinités. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la peinture. Est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que ça s'apprend? Comment ça s'apprend? Non, j'ai jamais appris ça. Je suis autodidacte, je travaille à l'imagination et au feeling. Après, je n'ai pas la prétention de donner des cours ou quoi que ce soit. Mais quel type de peinture que vous utilisez là? Ça n'abîme pas le corps? Non, ça sort facilement? C'est du make-up et c'est des produits testés dermatologiquement et non, ça ne craint rien du tout. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de peindre avec d'autres peintures comme l'acrylique qui c'est très c'est pas recommandé du tout parce
que bon, ça bouche les pores de la peau. Tandis que cette peinture-là, on dit de la peinture, mais en fait, c'est du make-up. C'est du fard à l'eau, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé, par exemple, à faire un salon, exposer On n'a jamais vu ça, Maurice. Bah, si, les expositions, les défilés, ce qui s'est passé au Festival de l'Art à Caudan, c'est un défilé que j'ai fait. J'ai peint les modèles en live et ils ont défilé et ça a fait un énorme succès. Les Mauriciens sont assez friands. J'aime bien faire rêver les gens. Voilà. N'importe qui peut vous contacter pour faire du body painting sur eux ou... En général, c'est moi qui contacte les modèles. Okay. Après, c'est les agences. Voilà. J'ai une page Facebook, on me contacte sur Facebook. Sébastien Échappé, merci beaucoup. Merci d'être venu vous. et merci de nous avoir fait vivre ça en direct sur le plateau avec Cédric. Merci à Cédric aussi, hein, parce qu'être assis pendant 1 heure, ce n'est pas évident comme ça là. Mais merci encore, merci pour le déplacement. On va vous souhaiter bonne chance. Merci également à Sean Dove. On est arrivé à la fin de notre émission pour ce soir. On va vous souhaiter une bonne soirée et à très prochainement la semaine prochaine. Merci à vous tous. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies.